Bonjour Alain Minc. Bonjour. Nous allons parler des réformes et des dernières déclarations du président de la République, mais je voulais avoir votre avis sur la marche qui s'est tenue hier à Paris, 13 500 personnes contre l'islamophobie, oui à la critique de la religion, non à la haine du croyant, voilà ce qu'on entendait dans le cortège. Est-ce que, à votre avis, on vit dans un pays de plus en plus islamophobe? Ce sont les mots qui ont été utilisés hier. Écoutez, je trouve que cette manifestation ne mérite, pour reprendre Corneille, ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Bon, 13 500 personnes, ce n'est pas la subversion de la société française par une communauté. Alors on voyait bien l'ambiguïté dans cette manifestation. Il y avait des jeunes femmes dont on voyait qu'elles étaient authentiques et sincères. Et puis il y avait la bande d'intellectuels gauchisants dont la figure emblématique est Edoui Plenel, qui a décidé de remplacer la classe ouvrière par les musulmans comme victimes de la société et moteurs de la révolution. Bon, il faut être attentif, comme il faut être attentif aux listes communautaires, mais enfin, il y a plus grave, pour l'instant. La place de Jean-Luc Mélenchon, ça vous heurte, ça vous surprend ou est-ce que... Je comprends. De toute façon, Jean-Luc Mélenchon est devenu un personnage très énigmatique. On ne sait plus exactement où l'ancien héritier Jaurès se situe et je ne suis pas sûr que lui-même sache où il se situe. On parle des retraites. Vous aviez, je le disais, alerté le président de la République par la presse interposée. Peut-être lui avez-vous dit lorsque vous le voyez sur la manière de conduire la réforme. Jean-Pierre Delevoye s'est dit opposé à l'application de la clause grand-père pour cette réforme qui consisterait en fait à appliquer la réforme, notamment pour les régimes spéciaux, aux seuls entrants. C'est ce que vous défendiez. Il a été un peu recadré par le chef de l'État et par le Premier ministre. Alors lui, il dit ce ne serait pas équitable en réalité. Non, mais... Ce dont je suis convaincu, c'est que j'aime pas d'abord l'expression la clause du grand-père, ça veut rien dire, ça vient de la finance américaine. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il faut appliquer cette mesure à l'ensemble des entrants sur le marché du travail. Le faire uniquement pour les régimes spéciaux, ça n'a pas de sens. Mais prenons cette affaire un petit peu calmement. La proposition Delevoye est une proposition dont les délais de transition augmentent chaque jour. S'accompagne de promesses de compensation aux 42 professions, une à une. Alors, on peut le faire, mais on ajoute à ce moment-là des milliards à des milliards que l'on n'a pas. En fait... C'est une façon de déminer. Hein. C'est une façon de déminer pour Jean-Paul Delevoye de dire... C'est une façon très artisanale de déminer. Si on reprend le problème de fond, cette réforme est intelligente, elle est adaptée au monde moderne, c'est-à-dire qu'elle suit les mutations du marché du travail, le fait que les gens peuvent être salariés, entrepreneurs, les femmes prendre un congé de maternité, donc c'est une bonne réforme. Mais c'est une réforme qui s'applique parfaitement aux gens qui entrent sur le marché du travail. Pour eux, en effet, ils entrent dans le nouveau système. On peut dire aux autres, si le nouveau système vous plaît, vous pouvez le rejoindre volontairement. Mais essayez, comme avec un shaker pour faire un cocktail, de prendre 42 régimes et d'arriver à un régime unitaire. C'était la promesse présidentielle. Oui, mais elle était peut-être un peu hâtive, parce que c'est une machine à agréger les anxiétés. Vous, aujourd'hui, quand vous regardez les déclarations de Delevoye, vous avez une idée de ce que sera votre retraite ? Franchement. Pas franchement. Donc il y a aujourd'hui plus de 20 ou 25 millions de Français qui, comme vous, disent pas franchement. Alors revenons à quelque chose de simple. Est-ce que ça ne donnerait pas le sentiment de reculer ? Parce que ça devait être la grande réforme systémique, encore une fois défendue par le président lors de la campagne présidentielle. Est-ce que ça ne voudrait pas dire, au fond, on ne peut plus réformer dans cette fin de quinquennat ? Alors, je vous fais deux remarques. D'abord, il vaut mieux contourner un mur que le prendre de plein fouet, me semble-t-il. C'est un mur le 5 décembre, vous pensez ? Ça peut aller le 5 décembre, si ça n'est que le 5 décembre, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Et puis, le vrai moteur, ce n'est pas la grève de la SNCF. Le vrai moteur, c'est ce que vous avez dit, l'anxiété des gens qui ne savent plus où ils sont sur ce sujet. Deuxièmement, cela n'est pas vrai que ça entame la capacité réformatrice. Il y a eu 2 réformes qui ont été promulguées cet été. Une douloureuse mais nécessaire, ce sont les indemnités chômage. Une qui est passée assez inaperçue et qui est une immense réforme, qui est le statut de la fonction publique. Donc je crois qu'il faut prendre un tout petit peu de recul. Il faut mettre ce projet en route, mais se donner le temps. Vous avez dit que ça peut être plus grave, ça veut dire quoi ? Sur le 5 décembre, sur la colère, sur le mur, comme vous l'appelez. Parce que, comme toujours, rappelons-nous, moi je suis plus âgé que vous, je me souviens de 95, c'était une grève par procuration. Alors, la différence entre les Gilets jaunes et le mouvement, entre guillemets, du 5 décembre, c'est que là, au moins, on retrouve les syndicats.
C'est-à-dire on retrouve des interlocuteurs qui, même s'ils ont du mal à contrôler leur base, existent et n'ont pas cette espèce de pulsion absolument incontrôlée avec laquelle nous avons vécu. Les 3%. Emmanuel Macron a accordé une interview à The Economist et il explique au fond cette règle qui a demandé tellement d'efforts à tout un tas de peuples européens est obsolète. C'est difficile sans doute à entendre pour ceux qui ont fait les efforts. Elle est obsolète, la règle des 3%. Il a dit une vérité. La règle des 3% s'appliquait dans un monde où les taux d'intérêt étaient élevés. Aujourd'hui, avec des taux d'intérêt négatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous payez pour prêter à la République française, ce qui est quand même difficile à imaginer. Il faut vraiment beaucoup aimer la République française. Pour faire ça, aujourd'hui, l'idée qu'on ne s'endette pas pour faire des investissements est absurde. Donc la réponse, elle est assez simple. Et d'ailleurs, elle existe en France, elle vaut pour les collectivités locales. Il faut mettre un frein aux dépenses dites de fonctionnement. Et il faut évidemment faire à côté un budget de dépenses d'investissement où on puisse s'endetter en réalité en vous demandant de prêter l'argent. Donc il a raison. On peut faire ça avec les Allemands en ce moment dans notre relation avec... Les Allemands bougent beaucoup plus qu'on croit. Bon. Les Allemands bougent sur le plan économique. Le ministre des Finances a fait un pas en avant dans l'union bancaire. Et quand la situation politique allemande sera stabilisée, vous verrez, les Allemands seront les premiers à bouger. Faire de la dette, faire de la relance, de l'investissement, est-ce qu'à votre avis, c'est une manière de répondre, je vais dire, je caricature, à la colère des peuples, celle qui s'est exprimée aussi ce week-end avec les élections en Espagne, où le parti d'extrême droite Vox est arrivé en très belle position, a gagné en 3e position, a gagné du terrain. On parle de la poussée des populismes dans certains pays d'Europe. Après la crise de 2008, on a dit qu'il y a eu une crise économique, et puis aujourd'hui, il y a une crise des populismes. Bon, globalement, vous avez raison. Cela dit, il faut regarder pays par pays. Qu'en serait-il de l'extrême droite en France si la Bretagne voulait prendre son indépendance et avait fait un référendum? Je veux dire, la situation espagnole est extrêmement particulière. La partie la plus riche du pays veut se séparer du reste du pays. Si ça n'aide pas à l'extrême droite, alors on se demande ce qui aide à l'extrême droite. Une dernière question, Emmanuel Macron, toujours dans cette interview de The Economist, a expliqué ce qu'on est en train de vivre, c'est la mort cérébrale de l'OTAN. Là aussi, il a mis Angela Merkel en colère et Ursula von der Leyen, la nouvelle présidente de la Commission. D'habituellement, c'est Trump qui parle comme ça. Non. D'abord, il a dit que le roi est nu. Il a bien eu raison. Deuxièmement, Angela Merkel, revenant du sommet de Taormine, avait dit « Nous savons maintenant que nous devons compter sur nos propres forces ». Elle a dit la même chose, mais en merkelien. Macron a dit la même chose en macronien. Merci beaucoup, Alain Minc, de décrypter le macronien. C'est à vous, Laurent.